Bonjour et bienvenue sur Divergence Politique. Alors aujourd'hui, on a un invité de marque, l'un des fondateurs de la chaîne, Thomas Sovic. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Ah bah très bien, et toi Alexis, ça va? Ouais, toujours merveilleusement bien. On va passer un bon moment ensemble. On va discuter d'un thème que tu affectionnes tout particulièrement. On va parler de quand la politique finalement contrôle les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à dire actuellement, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez suivre, bien entendu, la nouvelle chaîne enfin réouverte de Tomasovic 2.0 qui a été fermée pour cause de censure. Donc allez le suivre sur sa nouvelle page, likez la page, abonnez-vous. Pour cause de liberté. Ça a été Pour, bloqué pour cause de liberté. pour cause de trop de liberté, Ouais. justement, puisqu'on va parler de réseaux sociaux aujourd'hui et de politique, eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, de la même manière, si vous êtes à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur notre chaîne. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. N'hésitez pas surtout à faire des likes. Vous savez que les likes permettent d'avoir un meilleur référencement sur YouTube, donc d'avoir plus de visibilité pour notre chaîne. Donc, c'est très important. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Il y a des articles, il y a des sondages sur le Telegram de Divergence Politique. Donc, voilà, suivez-nous un petit peu partout et on sera le plus heureux du monde en tout état de cause. On commence cet épisode, cette émission, pour parler des réseaux sociaux. Tomasovic, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les réseaux sociaux, finalement, sont devenus un enjeu majeur en politique? Ah bah ça, c'est certain que oui. Après, ça, je pense que ça a pris un peu trop de temps pour certains politiciens, enfin certains gouvernements de prendre la mesure de la chose, hormis les Américains. Bon, les Américains, c'est juste qu'ils sont très doués en technologie, il faut le dire, ils ont toujours eu de l'avance. La mentalité, on va dire américaine, business, fait que bah, en fait, les grosses boîtes technologiques ont pu se développer très vite, alors qu'on peut donner par exemple un exemple français face à un exemple américain quand on a YouTube, donc en l'occurrence, voilà, qui a été racheté par Google il y a quand même quelques temps, face à Dailymotion à l'époque, hein, les deux, Dailymotion qui est français, les deux qui étaient l'un en face de l'autre. On peut voir qu'il y a une grosse différence entre Dailymotion qui a été plus ou moins racheté par les Français, par le gouvernement français via Orange, enfin France Télécom, et YouTube qui de son côté est américain où il n'y a aucun problème de levée de fonds, etc. YouTube a pris les devants très très vite parce que voilà, les politiciens aussi américains ont compris l'importance des réseaux sociaux bien avant tout ce qui est européen de manière générale, hormis les Chinois qui sont un peu de leur côté. C'est vrai que si on parle par exemple des Chinois, on voit bien que eux ont tout compris d'un coup, c'est-à-dire que eux ont un Internet souverain. Hormis les Chinois, il n'y a que les Russes qui font des tests encore pour avoir un Internet souverain au cas où qu'il y ait des sanctions, etc. Et au vu de ce qui se passe en Ukraine, c'est normal qu'ils pensent à ça. Mais les Chinois ont toutes leurs versions à eux. Et c'est-à-dire que d'ailleurs, ils n'ont pas une volonté d'exporter leur modèle. C'est juste pour eux, c'est une volonté voilà, d'éviter d'avoir une influence extérieure et surtout un contrôle de l'extérieur sur la mentalité au final, parce que ça impacte totalement la culture même du peuple chinois. Et c'est tout à fait compréhensible quand on voit toutes les dérives qu'il y a pu avoir par la suite. Voilà, c'est très important, je pense, pour tous les pays d'avoir leur version de leurs propres réseaux sociaux. Donc les Chinois, c'est l'exemple d'un côté, c'est-à-dire très fermés sur eux-mêmes, hormis TikTok, mais ça j'y reviendrai après. Les Américains, c'est à l'inverse, voilà, c'est pour l'international, ils essayent de s'accaparer tous les marchés dans le monde. Ça marche très très bien, en particulier dans tout ce qui est Occident, dans certains pays qui n'ont pas d'équivalent. Le seul pays en soi qui a un entre-deux, c'est la Russie. Parce que eux ont compris quand même l'importance des réseaux sociaux, mais c'est dans un côté très important de liberté. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux, jusqu'en 2022 en particulier, il y avait aucun problème pour eux de venir sur le marché russe. Instagram, du groupe Facebook, a extrêmement bien marché. Facebook n'a pas réussi parce qu'il y a un concurrent local, Vkontakte, qui avait déjà le marché en fait avant que Facebook puisse réellement entrer. Certains ne respectent pas les règles, donc comme LinkedIn, qui n'ont pas pu rentrer en Russie parce qu'ils ne voulaient pas mettre leurs serveurs, enfin du moins leurs données en Russie.
Donc, ce qui est important, et je pense que C'est-à-dire tous les que, pays du monde voilà, devraient le faire d'ailleurs, hein, c'est pour préciser, la loi, notamment puisque tu parles de la loi russe, impose aux sociétés qui ont des datas ou des données sur des citoyens russes d'avoir leurs serveurs, en gros, le stockage des données basé sur le territoire de la Russie. et c'est tout à fait normal. J'espère que, bah, enfin, en Union européenne, on fait pas ça, parce que la majorité des serveurs dans le monde, quand même, sont stockés aux États-Unis, les données sont stockées aux États-Unis. Mais voilà, c'est quelque chose de très, pour moi, logique que ça existe. Bon, pardon, LinkedIn ne s'est pas conformé à cela. Après, Twitter voilà, non plus, Instagram, d'ailleurs. Twitter par la suite aussi. Il y avait que Facebook en soi qui a accepté, donc le groupe Meta, donc Facebook, Instagram, mais eux par la suite c'était un problème de contenu quand la guerre en Ukraine a commencé, où il y avait pas mal de fake news, etc. qui passaient, et les Russes, voilà, ils ont dit, bah, soit vous faites en sorte de faire le tri, soit ben, vous pouvez plus exercer chez nous, et du coup c'est ce qui s'est passé. Comme Twitter. D'ailleurs, Twitter, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est et les données et le contenu. Même si Twitter en soi est très peu utilisé par la population russe, hein, contrairement à d'autres plateformes. Et voilà, les Russes maintenant sont plutôt sur des plateformes locales. Hormis, on peut citer TikTok. Parce que si on Alors, regarde bien, Telegram, c'est russe de base. C'est un russe qui l'a créé, même si c'est basé aux Émirats Arabes Pavel Unis. Durov, Ouais, Pavel Durov, voilà. Donc, voilà, c'est plein de dont sujets, on a on va dire, beaucoup parlé sur le à la contrôle des fin de réseaux l'été. sociaux, typiquement. Voilà, on va dire, c'est le contre-exemple de ma thèse depuis le début où les Européens n'ont rien à faire. Voilà, Macron a quand même arrêté Durov pour essayer de contrôler Telegram. Donc, voilà, Alors, il y a quand quand on même une parle prise de en réseaux conscience, mais un peu sociaux, trop tard. quand on parle de réseaux sociaux, Thomas, pour être d'accord, on considère donc tout ce qui est type Facebook, Instagram, etc. Mais on considère également les messageries type Telegram, WhatsApp. Qu'est-ce que j'oublie Bah, c'est que c'est le réseau, Signal. oui, réseau social. Voilà, c'est qu'on met en contact les gens à travers des réseaux. Donc, en l'occurrence, on parle surtout des Facebook, etc. Donc, où on poste plus notre vie. Mais techniquement, Telegram rentre dedans parce que, ben voilà, comme rejoignez le canal Divergence, d'ailleurs, le canal Telegram. Mais voilà, il y a la possibilité d'avoir des informations, de poster des informations. Donc, Telegram est déjà devient de moins en moins une messagerie à proprement parler uniquement. À vrai dire, comme sur le modèle de WeChat en Chine, où il y a de tout. En fait, c'est devenu une grosse plateforme. Mais Telegram peut difficilement le faire. Voilà, donc le contrôle de Telegram, à vrai dire, beaucoup de pays ont essayé. Il y a quand même une énorme tentative de beaucoup de pays. Maintenant, ils ont pris en compte la problématique, sauf que les plateformes les plus installées sont difficilement remplaçables. On peut vous donner l'exemple de YouTube, typiquement. YouTube, bah, moi j'ai été censuré, comme tu as pu l'évoquer. Bon, là ça va, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues, plus de 10 000, je suis très content, et merci à ceux qui ont soutenu du début jusqu'au bout. Hein. De toute façon, hein, on les aura. Et en fait, YouTube est irremplaçable à l'heure actuelle. Réellement, je veux dire, parce que les autres plateformes n'ont ils n'ont pas la même puissance. C'est-à-dire que pour les non-initiés, on va dire ça comme ça, personne connaît Odyssey, personne connaît Rumble, même Même Dailymotion en Rumble, soi. effectivement, est Même, extrêmement confidentiel comme faut connaître, plateforme. hein. C'est-à-dire que pour les initiés, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que là, je pense que même la majorité des initiés vont déjà sur Odyssey, mais même des personnes, on va dire ça, qui sont assez éclairées, initiées aux différentes causes, euh, les, disons que même certains vont encore sur YouTube, et une bonne partie, parce que YouTube, l'algorithme est très bien fait. En même temps, il y a 12 ans, quasiment, même plus que ça, d'activité derrière, un algorithme qui est poussé par Google, qui est extrêmement riche et qui a tous les moyens technologiques et les connaissances nécessaires pour améliorer. C'est-à-dire qu'on propose du contenu qui vous intéresse, alors que quand on regarde d'autres plateformes, ils proposent du contenu qui ne nous intéresse pas forcément. En fait, l'expérience utilisateur est excellente sur YouTube, il faut le dire. Il ne faut pas dire que du négatif vis-à-vis de ces plateformes-là. C'est sûr qu'un jour, il faudra une équivalence, mais je pense que ça viendra plus d'une partie des créateurs de contenu qui vont migrer sur les autres plateformes et qui vont pousser à passer sur ces plateformes-là. Mais il faut être honnête, c'est que voilà, c'est pas aussi efficace, y compris pour les créateurs.
Alors, question importante maintenant pour rentrer également dans le vif du thème. Quel est l'intérêt pour un gouvernement ou pour des structures politiques? Je vais dire des structures au sens large, donc j'entends partis politiques, j'entends éventuellement des organisations parapolitiques. Quel est l'intérêt de contrôler les réseaux sociaux aujourd'hui en 2025? Bah, parce que si on les contrôle pas, après, on est obligé d'annuler des élections. Je ne citerai pas de pays, mais on est obligé d'annuler des élections si on contrôle pas assez la population. Non, non, mais je rigole. Mais c'est que, voilà, il faut dire, c'est que les réseaux sociaux maintenant sont extrêmement importants. Moins en moins de personnes regardent la télé, donc en fait, le contrôle de la télé, qu'on peut voir par exemple en France, typiquement, est devenu moins important. Et surtout que je pense que la majorité des personnes qui regardent encore la télé sont déjà, on va dire, suffisamment mentalement changées. Qui savent déjà pour qui voter parce qu'on voilà, on leur dit de le faire. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on développe de plus en plus, comment dire, d'autres visions. C'est-à-dire qu'avant, bah, pour donner son avis à la télé, il fallait déjà voilà, gravir tous les échelons, passer à la télé, alors que maintenant, on peut être chez soi, je sais pas moi, avant de vouloir parler de la cuisson de ses pâtes le matin, enfin, le matin si vous mangez des pâtes le matin, mais vous pouvez faire des vidéos qui marchent et qui montrent aux gens votre vie, votre opinion, etc. On est des bons exemples ici, tous les deux. Mais voilà, on peut le faire sans problème et ça leur pose problème. Et on voit bien avec les différentes censures. C'est-à-dire que l'opinion de certaines personnes ne vont pas suivre, et si on ne contrôle pas les réseaux sociaux, on ne peut pas les censurer. C'est comme ça qu'ils pensent. Et à vrai dire, c'est tout à fait, bon, entre guillemets, compréhensible, sauf que dans des pays qui se prônent être voilà, le pays des droits de l'homme, la liberté, égalité, fraternité, bah, la fraternité, elle a quand même ses limites. Hein. Et sans ces contrôles-là, on peut pas, enfin, disons que pour eux, ils peuvent pas. Il y a un risque de rébellion en interne. On l'a vu avec, par exemple, l'élection présidentielle dernière en France, en 2022, pardon, où là-bas, on a eu Macron qui a fait une charge monumentale sur les réseaux sociaux. On a même eu très récemment le dernier ministre des Affaires étrangères. Aussi, hein. Ouais. Ça a commencé, mais 2022, moi, j'ai Emmanuel trouvé plus Macron a forte. été très très doué sur la communication. Alors après, global, pas que sur les réseaux sociaux, mais il y avait déjà dès 2017 effectivement une prise de visibilité, je vais appeler ça comme ça, en tout cas une mise en avant positive sur les réseaux sociaux et Facebook notamment. Ah oui, et puis surtout qu'il a l'équipe de communication qui suit, qui comprend très très bien le principe des réseaux. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Mais on a pu voir typiquement récemment le ministre des Affaires étrangères, Barrot, qui a fait une vidéo pour moi qui est inadmissible, mais qui est dans le code des réseaux sociaux, en reprenant le code de Bref, la série des réseaux, qui en fait, pour plus de ça, c'est que ça a suivi la tendance parce que Bref était revenu pour une nouvelle version. Donc, au final, ça tombait pile poil. Mais pour la diplomatie, c'est ridicule. C'est une sorte de comédie. Mais techniquement, c'est cette personne-là qui doit représenter la France dans le monde entier, en plus du président. Donc, c'est voilà. Et on a parlé de Macron, mais il faut pas oublier que Mélenchon, typiquement, a été extrêmement bon aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont, et toute la comment dire, le groupe LFI, en particulier LFI dans le sein de la NUPES, eux ont compris les codes des réseaux. Ils ont absolument tout compris. Et on les voit plus sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'ils ont autant de visibilité. Alors que des partis typiquement plus vieux, on va dire ça comme ça, les républicains, les partis socialistes, c'est eux. Vraiment, ça fait vraiment une bande de boomers qui ne s'est pas mis à jour. Il faudrait une équipe de communication qui suivent là derrière. Mais surtout, il faut des personnes pour le représenter. Macron est plutôt jeune, et l'air de rien, ça a l'avantage. Je me souviens d'une vidéo où il est allé dans une école, il y avait les enfants sur TikTok qui prenaient des vidéos, etc. Et du coup, c'était posté via ces jeunes-là, et qui disaient, oh mon Dieu, un président qui est sur les réseaux sociaux, moi je veux vraiment voter pour lui. Voilà, il y a un objectif de séduire la jeunesse, qui est très clair, où en fait, par exemple, quand on regarde le Rassemblement national et entre les deux, c'est-à-dire que ils sont pas encore très très doués sur les réseaux, hormis, on va dire, des posts écrits, donc pas forcément des vidéos, mais surtout des posts écrits. Eux marchent bien, typiquement sur Twitter, mais voilà, il y a un enjeu derrière énorme où tous les partis vont devoir se mettre à jour pour ceux qui n'ont pas encore fait. Question justement là-dessus. L'intérêt concrètement pour un parti politique,
c'est d'avoir une communication qui puisse permettre de gagner des nouveaux électeurs, ou c'est de fédérer ces électeurs, ou un peu des deux finalement, ou de contrôler les datas de ces électeurs? Est-ce que c'est un mix d'un peu tout ça à la fois? Alors, ouais. Quel est je dirais l'objectif numéro 1 de contrôler les réseaux sociaux pour une structure politique? Alors, contrôler les datas, j'ai envie de dire, c'est plutôt le gouvernement ou la plateforme qui va contrôler les datas du parti politique. Enfin, ils ont accès aux informations. Ça peut être bien aussi pour eux pour structurer leur communication, c'est-à-dire s'ils savent la moyenne d'âge, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est plutôt pour attirer des nouveaux électeurs, parce que si on fait de la communication sur les réseaux sociaux, on va toucher un autre public que ceux qui sont sur la télé. À la télé, il faut être très formel, etc. Et là, on peut faire des choses beaucoup moins formelles. On peut donner l'exemple qui a été énorme, il faut le dire, parce qu'en termes de communication, c'est énorme. Emmanuel Macron, qui passe sur une vidéo sur YouTube de MyFly Carito, typiquement, où il dit, il raconte quelque chose, et les autres, ils doivent deviner si c'est vrai ou pas vrai. Et ils ont des gages. C'est à l'Élysée. Disons qu'il a séduit la tranche d'âge des spectateurs de McFly Carito, qui sont plutôt jeunes, pour qu'ils votent pour son parti à terme, ou pour qu'ils revotent pour lui s'il peut faire un 3e mandat. Voilà, alors que les partis en soi, c'est pour attirer en particulier les générations futures, ou les générations qui sont déjà en âge de voter, hein, parce que l'air de rien, il faut le dire. Moi, je suis de 99, et encore, j'ai eu de la chance, et j'ai eu toute une jeunesse sans téléphone, par exemple. Jusqu'à mes 14 ans, à peu près, j'ai eu un téléphone à ce moment-là. Mais là, maintenant, ceux qui ont 18 ans cette année, ça va être des 2007. Donc ceux qui sont nés en 2007. Et il faut dire, c'est que eux, ils ont eu toute leur jeunesse, déjà, ils ont eu un téléphone. C'est devenu extrêmement important pour eux, cela, et eux ont la possibilité de voter dès maintenant. Alors que c'est pour ça qu'ils ont ciblé dès 2017, comme tu l'as bien évoqué, la communication vis-à-vis des jeunes pour le futur, pour leur parti, et pour, à terme, peut devenir député, comme l'a fait Hollande, même si c'est pas lié aux réseaux sociaux. Tu parlais justement de l'importance des réseaux sociaux finalement dans une élection. Tu donnais l'exemple d'Emmanuel Macron. Finalement, Donald Trump, c'est exactement le meilleur exemple d'une victoire par les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas que c'est le seul leitmotiv de la victoire. Trump était quand même connu. Trump était très sensace, dans le sens où il fait la sensation. Enfin, il s'est même auto-créé son propre réseau social pour pouvoir être porté. Parce que oui, pour montrer que la liberté, etc., et même si son réseau n'a marché qu'aux États-Unis encore à moitié, ça reste un camp très républicain, surtout que maintenant Twitter a été racheté par Elon Musk. Mais si on prend le cas des États-Unis, c'est une évidence que le contrôle est extrêmement important pour eux. Trump, disons, fait sensation. Disons que lui, il a très bien compris les codes des réseaux, et à vrai dire, j'ai envie de dire, c'est un code à l'américaine, parce que les Américains sont comme ça. En particulier Trump, voilà, très cash, dire des choses des fois qui sont sans forcément grand sens, comme le Groenland. Mais l'air de rien, ça a été repris sur tous les réseaux sociaux dans le monde. Donc au final, on parle de lui. Donc l'objectif est atteint. C'est ce qu'on dit, bad buzz is still buzz. Le bad buzz, ça reste du buzz. Donc au final, sur les réseaux sociaux, il peut faire énormément de vues. Et au final, il a gagné énormément de visibilité pour typiquement son premier mandat. Sans les réseaux sociaux, je pense que ça aurait été très difficile pour lui d'accéder à la présidence. Parce qu'en face, il y avait le clan des démocrates installé depuis je ne sais combien de temps. Et là, lui, c'est sûr qu'il a changé les codes. Et on voit ça de manière générale dans tous les pays du monde, où surtout dans les pays de l'Est en ce moment, la Roumanie, et puis même l'air de rien, il faut rappeler que par exemple les révolutions arabes, c'était en particulier grâce à Facebook. Parce que sans Facebook, ils n'auraient pas pu manifester tous ensemble. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important dans tous les pays de contrôler les réseaux, et du moins avoir un œil là-dessus. Et alors, quand on vient juste ici aux États-Unis, le rachat de TikTok est le meilleur exemple au niveau international d'avoir un besoin de regard d'ailleurs sur les futures générations, mais surtout vu quand c'est un pays étranger qui vient aux États-Unis s'installer, et très durablement, comme le cas de TikTok. C'est exactement la dernière question que je voulais te poser pour cette émission. Finalement, comment les États peuvent-ils contrôler les réseaux, et quels sont les exemples actuels? Donc là, tu en parles avec TikTok. Quels sont les exemples actuels de
je dirais, de contrôle, de gestion. Est-ce qu'on est dans le contrôle? Est-ce qu'on est dans Orson Welles 1984? J'ai Ou pas est-ce fini qu'on de le lire, je continue l'ai là dans le. Je suis voilà, en train bah, de le très lire bien. celui-là encore. Est-ce Non, qu'on est dans le contrôle total ou est-ce qu'il y a quand même encore un semblant de liberté? Alors, bon, je pense que dans certains pays comme les États-Unis, il y a encore un semblant de liberté parce qu'ils essayent de racheter. Parce que l'air de rien, ils auraient pu dire: «Bon, on vous le pique, point barre» et ça, c'est quelque chose qui est possible, même si, bon, enfin, qui est possible, bon, c'est en contradiction avec la liberté d'entreprendre, mais vous voyez, c'est quand même possible. De l'autre côté, on a l'Union européenne qui fout la pression totalement et qui dit: «Maintenant, vous respectez nos règles sur la censure et cetera». C'est le cas, par exemple, avec Twitter. On le voit, voilà, le comment dire? Thierry Breton, et puis, toutes les membres de la commission, haut placés, la Commission européenne, disent que voilà, Twitter, c'est pas bien pour la liberté d'expression, il y a beaucoup de propagande russe, il y a beaucoup de propagande, voilà, enfin, utilisez tous les termes que vous voulez derrière, il faut les contrôler. Donc là, ça va être très différent. À l'américaine, c'est on rachète et puis dans tous les cas, c'est, on va dire, c'est dans leur culture ce côté, très, liberté, vous avez le droit de tout dire, absolument tout. Par contre, en Union européenne, voilà, tu vois la différence où, ben, c'est un contrôle total. Si vous voulez accéder au marché européen, et ben, vous vous conformez totalement à nos règles. Bon, à vrai dire, ce qui est plutôt logique. Normalement, dans un pays, on 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 respecte absolument toutes les règles, mais là, ça va aller jusqu'à de la censure, dans le pire des cas et ça va Chine, être beaucoup plus fort. Ça va être beaucoup plus fort en Union européenne. Je pense que ça va être le centre, du contrôle, des réseaux sociaux et dans les années à venir, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Chine, Moyen-Orient, c'est pareil, il y a un contrôle très fort gouvernemental sur les RS. Chine, évidemment. Le Moyen-Orient, c'est différent parce qu'ils n'ont pas vraiment de grosses alternatives très connues, Mhm. sauf pour certains réseaux, mais c'est des réseaux plus petits, de rencontres, des choses comme ça. Mais sinon, tout le reste, ils utilisent toujours les réseaux très connus dans le monde entier. Mhm. Parce que le Moyen-Orient, disons que ils ont une position un peu de force par rapport aux Occidentaux et ils ne sont pas en conflit direct. Donc, eux, voilà, ils s'en fichent, mais le jour où c'est le jour où il y aura des sanctions, à mon avis, ils développeront leur alternative locale, où ce sera des entreprises plus petites, disons, qui ne sont pas internationales, qui pourront venir sur ces marchés-là le jour où ça risque de bloquer. Ça risque d'arriver un jour. Tomasovic, 1000 fois merci. Bon, on a passé un super moment à discuter un petit peu de ces réseaux sociaux. C'est un sujet absolument passionnant. On l'a vu avec la question roumaine, on le voit avec Thierry Breton, on le voit avec l'élection de Donald Trump. C'est la question aujourd'hui d'avenir pour les hommes politiques, maîtriser, contrôler et développer leur image sur ce qu'on appelle les RS, les réseaux sociaux. Tomasovic, comment on fait pour continuer à te suivre alors maintenant que toi, tu as été censuré et que tu reviens à la vie avec ta nouvelle chaîne V2? Alors, bah, dans tous les cas, moi, on peut me retrouver déjà sur Telegram. Là-bas, c'est pour il n'y a pas de censure. J'ai le même nom sur Odyssée, hein, alors je vais montrer, Tomasovic. Mais aussi sur YouTube, enfin, en fait, je fais sur tous les réseaux, sur Twitter, là où, enfin, de toute façon, allez de préférence, là où il n'y a pas la censure. Donc c'est, Twitter, Telegram et après je vous redirige vers les autres réseaux, via ces plateformes-là. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bien entendu sur Divergence Politique pour plus d'analyse politique. À très bientôt. Tomasovic, Thomas, merci à toi et à vous toutes et à vous tous. Je rappelle, abonnez-vous à Divergence Politique, mettez la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications sur les vidéos. Et eh bien, demain, la prochaine vidéo, ce sera Alexis Poulain qui nous parlera de la question de l'Union européenne et de la France. Quelle souveraineté nous reste-t-il? Eh ben, venez nous retrouver dès midi, heure française, avec Alexis Poulain. À très bientôt sur Divergence Politique. Au revoir.